Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Et nous nous intéressons ce soir à une maladie très répandue dans notre société. C'est d'ailleurs la première cause des consultations chez les gastrologues. Côlon irritable, intestin nerveux ou encore colopathie fonctionnelle. Le même problème a connu au fil des ans bien des noms. Ces appellations désignent le même trouble du fonctionnement de l'intestin qui touche plus de 10% de la population mondiale. Les personnes concernées souffrent d'une forte gêne au quotidien, ballonnements, douleurs et troubles du transit. Certains facteurs comme le stress favorisent le déclenchement de cette maladie, mais les causes de l'intestin irritable restent encore méconnues. Pour mieux comprendre justement ce syndrome, nous recevons ce soir avec nous Dr Boudjili Kahina. Vous êtes médecin interniste. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous tenterons de faire le point sur cette maladie, mais aussi d'évoquer les derniers développements de recherche dans le traitement de cette maladie. Nous recevons également ce soir avec nous Dr Saïda Tahir. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes nutrithérapeute. Avec vous, on essaiera de savoir comment vivre au mieux avec cette maladie et surtout comment gérer les crises du côlon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Boudjili, nous disions à l'instant que le côlon irritable ou l'intestin irritable ou la colopathie fonctionnelle, donc il y a des appellations pour désigner le même mal. Aujourd'hui, on parle plus de l'intestin irritable. Toutes ces appellations, en finalité, on désigne la même maladie, le même. Oui. Voilà. En fait, pourquoi on a changé de dénomination? On a tendance à changer parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas seulement le côlon irritable. Le côlon, c'est une partie de l'intestin, mais c'est en fait tout l'intestin qui est intéressé. D'autant plus que les troubles moteurs qui ont été mis surtout en évidence concernent plus l'intestin grêle. En ce qui concerne au moins une partie des causes de donc cette... en finalité, c'est sur toute la le longueur tube digestif qui est atteint. sur les 7 mètres du voilà, tube exactement. digestif. Donc, et c'est pas seulement le 1,5 mètre du côlon. Voilà. Donc, en fait... Pour l'identification de la maladie, c'est toujours le même diagnostic. Comment on l'identifie? Enfin, je vais vous le dire, par rapport par contre à l'intestin irritable, on dit enfin intestin irritable et plus colopathie fonctionnelle qui est abandonné parce qu'en fait on a retrouvé des causes. C'est vrai qu'on dit à nos malades, on les rassure, on leur dit il n'y a pas de cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie vraiment grave, mais finalement il y a des causes, des petites perturbations qui peuvent expliquer toute cette symptomatologie. Voilà. Oui. Donc, par rapport au diagnostic, le diagnostic, il reste clinique. Donc, il ne faut pas multiplier les examens complémentaires. C'est inutile. Il reste clinique. C'est l'association de douleurs qui sont quotidiennes, pratiques qui sont récurrentes et qui durent dans le temps. Donc, qui sont chroniques en fait. Chroniques, voilà, qui sont répétées, qui peuvent intéresser généralement une journée par semaine durant les 3 derniers mois, associé à des troubles du transit et un ballonnement. Troubles du transit soit par changement, modification, soit un ralentissement ou bien diarrhée, ou bien les deux, ou bien également la consistance, la fréquence des selles. Et bien sûr qui dure au moins 6 mois. C'est ce qui définit en fait c'est caractérisé exactement par les critères de Rome, les critères de Rome 4 qui définissent le côlon et le À quel moment on peut demander des diagnostics, des examens supplémentaires, c'est-à-dire des examens paracliniques pour exclure d'autres maladies éventuellement? Oui, pour exclure d'autres maladies, mais souvent, comme je vous l'ai dit, le diagnostic reste clinique. C'est lorsqu'on trouve des signes d'alarme que là, le médecin doit faire un effort de rechercher d'autres causes qui peuvent être graves. Donc, parmi cela, exemple l'âge, on peut prendre l'âge au-delà de 50 ans. Il faut penser à des pathologies organiques. On a la présence d'un saignement, ou bien la présence d'une anémie, d'un amaigrissement, ou bien d'un changement de cette symptomatologie qui était habituelle chez le patient. Là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et aller chercher et faire des examens. Une endoscopie éventuellement, une endoscopie, l'échographie aussi. Pas l'échographie. Non, l'échographie n'a aucun intérêt dans l'exploration de l'intestin irritable, notamment également les scanners et tout ça, c'est abusif
abusif et c'est onéreux, ça coûte cher. Donc ça fait perdre beaucoup d'argent pour rien. Donc ces examens, l'endoscopie, elle garde les mêmes indications que pour toute autre pathologie, en dehors où on a une diarrhée, une forme diarrhéique de la pathologie, là c'est indiqué. Ou bien lorsque c'est associé à des signes digestifs ou à une dyspepsie, là on a le droit de faire une gastroscopie. Ça veut dire quoi, une dyspepsie? C'est-à-dire lorsqu'on a en fait on a mal à digérer, des troubles un peu épigastriques, un reflux et tout, qui sont associés à cette pathologie-là, on est en droit d'aller demander une gastroscopie. Ou bien lorsqu'il y a une diarrhée, donc en finalité, on va pas demander de faire d'examen uniquement pour exclure peut-être des maladies ou des lésions au niveau des maladies éventuellement comme la maladie de Crohn par exemple, où les symptômes se ressemblent avec cœliaque, etc. Mais ça reste toujours d'abord un bilan à minima et par la suite continuer par un autre bilan plus exhaustif pour chercher une maladie. Là, ce qu'on appelle une maladie organique. Voilà, exactement. Oui. Alors on vient d'entendre avec vous un peu en gros les symptômes. On va, pour mieux comprendre justement, nous allons regarder un reportage. Je vous invite à voir un sujet qui a été tourné au CHU de Douira. Alors cette maladie, nous venons de le constater avec vous, docteur Boudjili, est complètement bénigne, mais qui peut devenir réellement handicapante et peut altérer la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie. Voyez ce reportage signé Farida Ben Mousselem, regardez. Les troubles digestifs fonctionnels sont un motif de consultation très fréquent. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà connu un épisode de trouble du côlon, la colopathie fonctionnelle ou le syndrome de l'intestin irritable. C'est une pathologie qui devient extrêmement fréquente. On a pratiquement, en consultation en hépatogastroentérologie, au moins la moitié des patients qui consultent uniquement pour des symptômes liés à cette colopathie fonctionnelle qu'on appelle scientifiquement syndrome d'intestin irritable. Et donc, elle est fréquente, elle n'est pas grave, c'est une pathologie bénigne, mais par contre, elle retentit énormément sur la qualité de vie du patient. Douleurs au ventre, ballonnement, problèmes de transit, bref, une gêne au quotidien. En général, la symptomatologie, elle est variable, elle est polymorphe. On n'a pas uniquement des douleurs abdominales, des troubles du transit. Oui, effectivement, chaque cas est particulier. Il y en a qui présentent des distensions abdominales, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les gaz. Et il y en a qui présentent des diarrhées, des constipations, parfois les deux, un inconfort, sensation de boule, des vertiges, les palpitations. Donc ça peut être beaucoup de symptômes qui sont liés à ce dysfonctionnement du côlon. شوف خطرة نكون لاباس خطرة يعاود يولي ما نعرفش وش وجهك كان ماشي يتنفخ وحشاك تقرا ما قداش نقول لك ليل ونهار قلقني مثلا كل حاجة نتقلق فيها مضرورة بزاف تبعت الأول كانت عندي كونستيباسيون كي نتقلق كل شيء تنتفخ تولي كالبالون وتولي توجع اللي كانت كونستيباسيون دوك تبدلت وش ولات لا دياري خاطر تشوفي تولي نورمال لاباس نقول الحمد لله خاطر كي تجيني لا دياري هذيك هي الوقت تعاودي تولي عندك À la consultation, le médecin s'assure d'abord qu'il ne s'agit pas de symptômes qui peuvent être liés à d'autres maladies organiques et va demander quelques examens dont la coloscopie. Alors on insiste toujours en cas d'un syndrome d'intestin irritable que c'est un diagnostic d'élimination, qu'il y a d'autres maladies qui peuvent simuler les symptômes présentés par le patient. D'où l'importance de cet examen, surtout chez les sujets âgés ou bien les patients qui ont d'autres symptômes plus alarmants, on va dire. Et donc le meilleur examen, c'est cet outil, ça s'appelle un coloscope. Donc c'est un tube muni d'une caméra qui va pouvoir visualiser l'ensemble du côlon et même une partie de l'intestin grêle pour chercher est-ce qu'il n'y a pas une maladie au lieu d'un syndrome de l'intestin irritable. En résumé, la colopathie n'est pas une maladie grave, mais peut considérablement altérer la qualité de vie des personnes atteintes.
Oui, donc nous l'avons compris, une maladie complètement bénigne, mais qui peut altérer la qualité de vie. Peut-être, en gros, on n'arrive pas en finalité à guérir cette maladie parce qu'on ne connaît pas les causes. Elles sont méconnues jusqu'au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de cause seule, unique, individualisable, mais il y a beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de pistes. Ça reste des hypothèses. Pas seulement des hypothèses, en fait, il y a certaines choses qui ont été prouvées. Ouais. Au moins, on a déjà la motricité qui est altérée. On a soit une motricité qui est trop importante, soit au contraire qui est diminuée pour les formes diarrhéiques, comme vous voyez, et les formes constipées. Ou bien aussi les anomalies aussi d'une hypersensibilité de ce type digestif, Oui. qui est retrouvée chez ces patients qui sont colopathes. Ils ont une excitabilité importante de ce tube digestif qui peut expliquer ces symptômes-là. Aussi, il y a un dysfonctionnement. Une hypersensibilité, en fait. Oui, il y a un dysfonctionnement également qui a été retrouvé entre les relations entre le cerveau et ce tube digestif qui peuvent expliquer également Mais ça. tout ça reste quand même un domaine de recherche. Un docteur. domaine de recherche, mais qui a Évolué. qui a été quand même qui a été quand même documenté. Et même on a aussi également les anomalies du microbiote qui changent à cause de notre alimentation, Il y a aussi à le cause stress. des antibiotiques. Il y a les facteurs psychologiques également. Il y a souvent chez ces patients-là, 58% des patients, quand ils rapportent une symptomatologie ou une crise, c'est concomitant avec un stress émotionnel ou bien donc on lui reconnaît également ces causes-là. Donc ça reste une maladie qui est multifactorielle. On ne peut pas incriminer un seul facteur, mais en tout cas les causes sont Il y a aussi là. les infections, comme par exemple par la suite d'une intoxication, par exemple. Oui, à la On suite peut d'une- développer, oui, à la suite d'une infection, exemple, on peut, c'est-à-dire on peut, en fait, ça peut engendrer des modifications de notre flore intestinale, une Absolument. hyperperméabilité, des réactions inflammatoires à minima qui peuvent expliquer tout On ça. va revenir là-dessus, mais j'aimerais entendre Dr Tahir justement sur la possibilité est-ce que l'alimentation, le genre d'alimentation que nous consommons, le type d'alimentation que nous consommons peut altérer également notre flore intestinale et peut être à la cause de l'intestin irritable? Oui, tout à fait. Donc, pour ce genre de personnes, il faut donner une hygiène de vie. Et cette hygiène de vie... Quels sont les aliments qu'on peut incriminer déjà? Est-ce que par exemple la consommation de gras ou la consommation de certains tout à fait. sucres, Les frites, les gras, le café au lait, les édulcorants le également? pain, les édulcorants, le pain. Aussi, le blé, il est interdit pour ce genre de personnes. Le pain complet ou le pain... Non, le pain en lui-même, le pain de blé. Oui. Donc il est interdit. On préconise surtout les pains de sang, les céréales d'avoine aussi. Donc c'est une nourriture qui doit être complètement équilibrée. Il faut éviter certains légumes crus. Il faut donner les légumes crus après un repas. Il faut éviter de manger les fruits après un repas, pour ne pas qu'il y ait fermentation du bol alimentaire. Et quand il y a fermentation du bol alimentaire, il y a les ballonnements. Et qui dit ballonnement dit spasme aussi. Oui. Donc, il y a une certaine hygiène de vie à instaurer. Et il y a aussi le sport. Le sport, faire du sport, faire une activité physique va libérer certaines endorphines, comme la sérotonine, d'autres endorphines, les hormones du bien-être, de telle sorte à diminuer un petit peu le stress, parce que le stress est aussi incriminé. Donc, comme l'a dit ma collègue, c'est une maladie multifactorielle, donc il faut prendre en considération ça. Il faut faire un entretien avec la personne et voir exactement d'où ça vient et corriger. Oui. On va voir un spot publicitaire, on revient juste après pour parler justement de traitement. Santé Mag vous est présenté par Saïd Aer. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق.
ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال، مؤسسة في أوج النمو. Oui, on parlait à l'instant de régime, docteur Tahir, justement. Si une personne, on disait qu'en finalité, les colopathies ne sont pas les mêmes. Ça varie d'une personne à une autre. On peut avoir un transit lent, comme on peut avoir juste le contraire. Hein. Alors, j'imagine également que les régimes à prescrire ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas une ordonnance fixe pour tout le monde. Il faut faire un entretien avec ces personnes. Oui. Voir d'abord ce qu'on mange. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il prend au petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il prend au déjeuner? Comment il mange son déjeuner? Est-ce que c'est une personne qui mange beaucoup de légumes crus? Qu'est-ce qu'il prend au dîner? Quel est son rythme d'alimentation? Et en fonction de ça, il faut corriger. Il faut expliquer au malade pourquoi il a cette symptomatologie, que tel produit peut lui provoquer. Et c'est à ce moment-là que le malade adhère. Quand il comprend le pourquoi de la chose, il adhère à la chose. Parce qu'en fait, vous allez-y dire à quelqu'un, ne prenez plus de café au lait. Oui. Quand il est en période de crise, il vous dit non, bien sûr, je ne le prendrai jamais. Dès que la crise passe, il vous dit, je ne peux pas me passer du café au lait. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est très difficile de faire changer les habitudes alimentaires. Mais est-ce qu'il y a des grandes lignes, par exemple, comme les plats épicés? Il y a certains aliments qu'on peut proscrire pour tout le monde, comme ça, d'emblée, dire les plats épicés, par exemple, c'est à éviter, les plats avec sauce, c'est à éviter. Pas du tout, pas du tout. Pas tous les épices peut-être, mais certains épices. Les plats épicés, ils sont, bien au contraire, il faut les manger. Les plats épicés réchauffent le corps. Les plats épicés, il faut en manger. C'est-à-dire manger une salade toute seule, avec du vinaigre, de l'huile d'olive, c'est pas conseillé. Lui rajouter de la moutarde, c'est excellent pour le corps. Donc, mais après, c'est selon la pathologie de la personne. Si cette personne, elle est colopathe, oui, il faut proscrire certaines choses. Mais si la personne, elle est en bonne santé, en gros, qu'est-ce qu'il faut proscrire? On ne peut pas défendre. Pour les personnes qui ont colopathie fonctionnelle, il faut proscrire le café au lait, tous les laitages. Il faut proscrire tout ce qui est gras, friture, frites. Il faut proscrire tout ce qui est édulcorant, comme vous l'avez dit précédemment. Il faut proscrire tous les légumes crus avant les repas. On prend des légumes crus après un repas. Il faut proscrire les fruits après un repas. Il faut attendre quand même 2 heures. Il faut les prendre avant le repas, par exemple? Il faut prendre une demi-heure avant le repas ou attendre 3 heures après pour prendre un repas. Il ne faut pas mélanger pâtes et viande. Prendre les pâtes et les légumes. Il ne faut pas mélanger viande et pain. Il faut prendre viande et légumes. Donc il y a certains aliments, catégories d'aliments qu'il ne faut pas mélanger. Donc il faut donner les grandes lignes à ces personnes-là. Et bien sûr, quand la personne elle a très mal, elle suit, mais dès qu'elle se sent bien, elle revient à ses habitudes. Oui. D'où l'intérêt justement d'une éducation thérapeutique. Ça reste quand même le régime, il peut pas être aussi, c'est-à-dire on peut pas exclure beaucoup d'aliments. Sinon le risque c'est qu'on tombe au contraire dans les carences. Il faut dire aussi que ces patients-là, il faut les rassurer avant tout parce que c'est pas une pathologie grave et que ça n'évolue pas du tout. Oui. C'est pas une maladie qui va endommager l'intestin en fait. Voilà. Donc il faut les rassurer. Et il y a l'effet placebo qui est reconnu chez ces patients-là. Une fois qu'ils adhèrent, ça marche. Oui. Et puis, il y a aussi, il faut leur dire que, le corps n'est pas le même. Les mécanismes ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Oui, absolument. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un régime propre. D'où l'intérêt d'un traitement à la carte, justement. Voilà, un traitement à la carte. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire, voilà, c'est cet aliment qui va déclencher chez moi ça. Et donc, ils vont reconnaître, ils vont exclure. Mais si on exclut cet aliment et qu'on trouve que ce patient ne répond pas, il est inutile de garder l'exclusion. Il faut remettre et réadapter ce patient et remettre progressivement sous cet aliment-là, sous réserve de tomber dans des carences. Et là, ça serait encore plus grave. Rendre une pathologie qui est bénigne, rendre une pathologie qui devient maligne parce qu'on a des conséquences d'un traitement qui est un traitement qui est trop abusif, là, ça devient plus méchant. Oui. Docteur Boudjouli, dans les traitements, bien sûr, il y a le respect des règles hygiéno-diététiques, bien sûr, en premier déjà dans cette pathologie. Il y a également d'autres traitements
Il y a d'autres traitements, oui, qui ont bien sûr qui ont eu leur efficacité. C'est les antispasmodiques. Exemple, les antispasmodiques, lorsqu'on a des spasmes, des douleurs pour les formes douloureuses, on donne ça. Les antidiarrhéiques pour les formes diarrhéiques. Les laxatifs aussi pour les gens qui sont constipés. Apporter des fibres, bon, ça n'a pas vraiment. Apporter des fibres pour l'alimentation, c'est bénéfique, mais ça apporter plus qu'il en faut, ça n'apporte pas grand-chose non plus. C'est-à-dire rajouter des fibres alimentaires, surtout insolubles, ça peut même donner des effets secondaires, des ballonnements secondaires donc, chez les patients. Et on peut, dans un second temps, il y a aussi donner le même stress, des crises cycliques. Voilà. Donc, agir sur le stress qui a une grande responsabilité dans cette maladie. Donc, dans un second temps, on peut passer à des antidépressifs, mais avec des doses qui sont beaucoup moindres que dans les syndromes dépressifs. Et on donne des tricycliques, voire des médicaments qu'on donne dans certaines pathologies neurologiques, qui sont comme la prégabaline, on peut les Mais là, ce sont des médicaments qui vont venir agir sur la douleur. Ils vont faire quoi, ces médicaments, dans le cas de l'intestin irritable? Justement, ils vont agir sur la qualité de vie du patient lorsqu'il n'a pas mal. Bien sûr, ce sera des traitements à la carte. Oui. Ces traitements ne vont pas être donnés au long cours. Ça va être donné lors du passage, lorsqu'on a des crises. Et on cesse de prendre ces traitements lorsqu'on est bien. Par contre, agir longuement, c'est également, ça a été prouvé, faire du sport, ça améliore le côlon irritable. Ça déstresse aussi, ça agit sur le stress encore une fois. Ça peut agir également sur l'hygiène de vie, bien sûr. L'hygiène de vie, ça reste, c'est-à-dire s'alimenter, ne pas prendre trop de gras, trop de sucre et tout, ça serait bien aussi, ça peut apporter, ça peut être bénéfique également. Oui. Il y a aussi les traitements alternatifs, docteur Tahir, comme l'hypnose. Oui, qui ont prouvé leur efficacité dans ce type de maladie. Tout à fait. L'hypnose pour déstresser la personne, pour une relaxation profonde, oui. L'hypnose ericksonienne, elle a porté ses fruits. Vous pratiquez l'hypnose? Je pratique l'hypnose, mais pas dans cette pathologie. Pas dans cette pathologie, parce que, comme l'a dit précédemment ma collègue, elle est multifactorielle. Oui. Et souvent, la personne, elle est stressée parce qu'elle a des douleurs, elle a des spasmes récurrents. Donc, le stress, il y est. Donc, on ne peut pas aller vers l'hypnose pour cette pathologie. Et d'autant plus que l'hypnose, il est pratiqué en français. Et puis, qui est quand même une langue pas très bien comprise par tout le monde, quoi. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la flore intestinale, justement. Beaucoup de recherches sont faites là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il est prouvé que certains aliments, ou peut-être le mode alimentaire que nous adoptons aujourd'hui, a contribué à l'appauvrissement de notre biodiversité microbienne? Ça altère également notre fil du temps, l'être humain a changé. Oui. On ne mangeait pas le même régime. Avant, on n'avait pas le même régime alimentaire. Les on s'alimentait plus de fibres. Et en fait, les fibres, justement, les fibres et certains sucres, c'est ça ce qu'aime notre flore. Oui. Et là, lorsqu'on change notre alimentation, notre flore, elle se déséquilibre. L'apport, justement, de ces additifs alimentaires, notamment même de tout ce qui est édulcorant, ça change énormément. L'avènement des antibiotiques, ça n'est pas sélectif. L'antibiotique qu'on prend pour une infection, pour une angine, ça ne va pas tuer seulement les microbes qu'on a, c'est-à-dire ça va tuer nos bactéries qui sont là pour nous protéger. Et c'est vrai que le changement de mode de vie a fait changer, a fait basculer ça. Notre microbiote change et ça fait l'avènement d'autres pathologies, non, pas seulement l'intestin irritable. Oui. Alors, si vous permettez, on va prendre quelques questions justement de la page Facebook de l'émission, puisque je rappelle encore une fois que l'émission a une page Facebook sur laquelle vous pouvez poster tous vos commentaires. Alors la première question vient d'une dame qui dit que son fils, qui a 11 ans, est un enfant assez gourmand et qui a pris beaucoup d'antibiotiques lorsqu'il était jeune. Il souffre de douleurs abdominales accompagnées de diarrhée. Est-ce qu'il s'agit du syndrome de l'intestin irritable? Là, pour poser le diagnostic, il faut bien sûr examiner ce patient-là. Et on ne peut pas donner un diagnostic. Est-ce qu'on peut souffrir déjà? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. D'emblée, à l'âge de 11 ans, de l'intestin irritable. C'est décrit même à l'âge du nourrisson. C'est décrit. L'intestin irritable, ça existe également chez le nourrisson. Ce qu'il y a, c'est d'éliminer d'abord, mais chez les enfants, la hantise, c'est de passer à côté d'une maladie cœliaque. Donc, au moins, demander un petit bilan et vérifier surtout des anticorps. Ce sont les mêmes simples. symptômes? Ça peut donner, c'est en fait la pathologie digestive, notamment de l'intestin, ça ne donne que ces symptômes. Oui. Tous les symptômes se ressemblent. Et là, c'est au médecin de trancher. Et là, c'est de ne pas passer à côté. Surtout là, c'est la cassure de la courbe de croissance qui nous fait suspecter qu'il y a quand même, entendez bien, comme on l'avait appelé fonctionnel, c'était pas pour rien. C'est vrai que c'est pas fonctionnel, mais finalement, ça n'agit pas vraiment, ça n'a pas d'effet délétère sur la personne. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Si cet enfant-là continue à pousser normalement et à faire ses activités normalement, c'est que généralement, il n'y a pas de retentissement, qu'il n'y a pas une pathologie grave. Mais si ce n'est, on peut faire quand même un petit bilan. On va rechercher une maladie cœliaque par des bilans sanguins qui sont simples. Oui. Une autre question, donc, quel est le rapport entre les hormones et la SII, donc le syndrome de l'intestin irritable? C'est une femme qui dit qu'elle a des diarrhées à chaque fois qu'elle a ses menstruations. Oui, peut-être. Oui, ça peut l'expliquer, ça peut être expliqué. Dans les études américaines, que certaines femmes avaient le syndrome diarrhéique à l'arrivée du cycle menstruel. Oui, et il y a même des études qui ont été faites qui ont trouvé un taux de sérotonine élevé pendant cette période dans le côlon. Donc on peut l'expliquer comme ça, mais ça n'a pas été réellement prouvé. Il y a probablement un facteur hormonal surajouté, étant donné que même la colopathie fonctionnelle est plus fréquente chez la femme. Oui. 2 tiers des femmes versus 1 tiers chez l'homme, donc il y a probablement un effet. Voilà. On termine sur une question sur la prévention. Alors, est-ce que le syndrome de l'intestin irritable est une maladie qu'on peut prévenir finalement? Prévenir, je ne sais pas. Peut-être pas via l'alimentation? On peut dire qu'on peut l'améliorer. Si elle survient, on ne peut pas prévenir. C'est pas tout le monde. Il y a des susceptibilités pour chacun. C'est relatif. Certains, il y a certains qui pourront manger tout ce qu'ils veulent et ils se privent de rien, ils n'auront pas ça. Non, mais le fait d'avoir peut-être une hygiène saine. Oui, c'est clair. Ça peut contribuer au moins à améliorer les symptômes. Comme vous disiez tout à l'heure, l'activité sportive, avoir quand même et tout. Oui, ça peut améliorer. Mais de là à dire qu'on peut la prévenir, je pense qu'on est un peu loin. Oui, Docteur Zahir. En fait, après, il y a le facteur intrinsèque, comment la personne elle est constituée intérieurement. Est-ce que c'est une personne qui a pris beaucoup d'antibiotiques? Est-ce que c'est une personne... Donc tout ça rentre en ligne de compte. On ne peut pas dire on peut prévenir. Si une personne elle a détruit sa flore microbienne, donc sa flore bactérienne et microbienne, elle pourrait faire, je dirais entre guillemets, faire un syndrome intestinal. Mais après, comme l'a dit ma collègue, c'est relatif à la personne. Il y a des personnes qui peuvent manger des cailloux, ça ne leur fait rien. Il y a des personnes qui boivent de l'eau, ils ont des douleurs. Donc ça
Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات